Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Lila Louise Maréchaux. Je dirige le cabinet de recrutement Iris et Thémis, cabinet de recrutement pour avocats, d'avocats pour cabinet d'avocats. Aujourd'hui, je vous propose un épisode pour un sujet. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Un sujet qui s'appelle Où s'arrête le management et où commence le paternalisme. Alors, c'est un sujet, donc globalement, la réflexion, c'est quand est-ce que le management cède au paternalisme? Sachant que la frontière peut être fine, tout simplement parce que, dans le management, on va y revenir, il y a quand même une part de prendre soin des gens et que c'est ce qui fait que, et c on va dire le paternalisme a quand même, c'est évidemment insupportable, mais ça part rarement d'un mauvais sentiment. Ça part, souvent heu, d'une envie de mise sous tutelle, enfin bref, de quelque chose qui se veut indirectement bienveillant, même si, en fait ça ne l'est pas et c'est évidemment insupportable. Ne pensez pas que je fais l'apologie du paternalisme. Mais bref, la frontière peut être fine justement pour ce côté, dévoiement du fait de potentiellement prendre soin de quelqu'un, qui peut s'assimiler à, bah, finalement prendre des décisions pour lui à sa place, et heu et se substituer à son libre arbitre. Bref, donc et c'est un sujet qui m'a été inspiré par, un client, un cabinet d'avocats client. Hem, je vous reparlerai de la situation après évidemment, mais voilà, juste pour que vous sachiez, globalement d'où vient l'inspiration. Bon, de manière globale, l'inspiration vient par, enfin chez moi par, heu, bah, voilà, par ce qu'on observe chez nos clients, tant en matière de processus de recrutement que de problématiques RH et managériales qui nous sont soumises, au détour, du recrutement, soit en SAV, soit juste parce que, ben, voilà, quand, nos clients, s'interrogent, de temps en temps, ils trouvent bon de solliciter notre conseil. Donc c'est typiquement le cas, ici. Hem, Avant de s'interroger du coup sur, bah, quand est-ce que le management cède au paternalisme, ça invite à faire une première partie de réflexion qui est une réflexion sur, bah, finalement déjà, qu'est-ce que le rôle du manager? Qu'est-ce que le rôle du manager? Qu'est-ce que, que en quoi consiste un bon management? Quel est ce rôle? Et hem alors, je suis pas allée faire des enfin, évidemment, le management étant un sujet quand même, extrêmement vaste d'un point de vue des sciences humaines, ça pourrait faire l'objet d'une thèse. Je n'ai pas, le temps de faire une thèse, donc ça, c'est je vous livre une réflexion personnelle. Je ne suis pas allée verser dans la littérature scientifique pour faire une synthèse de ce que les différents chercheurs et grands Manitou de la gestion et du management, peuvent avoir, posé, que ce soit comme définition et que ce soit comme contenu. Donc voilà, donc je vous livre le fruit d'une réflexion purement personnelle, hem, qui est évidemment elle-même nourrie par, beaucoup de nourriture, des sciences humaines justement, que ce soit en termes de revues, que ce soit en termes de podcasts, que ce soit en termes de livres, que ce soit, enfin voilà, sur tout ce qui peut m'alimenter sur le sujet, sur, ce que j'ai pu suivre évidemment à Sciences Po aussi, comme enseignement dans le cadre de ma formation sur, la stratégie RH. Mais, je prétends pas ici, c'est tellement féminin ce que je suis en train de faire, de m'excuser de ne pas avoir, enfin de livrer une réflexion personnelle et de m'excuser de ne pas avoir, de ne pas venir avec toute l'autorité d'une thèse derrière moi, mais peu importe. Bref, hem si je devais donner ma propre définition, du management et surtout du rôle du manager, je dirais que c'est le bon encadrement des collaborateurs, hem, dans l'intérêt de l'entreprise et tous ces mots comptent. Le bon encadrement, le
bon encadrement. Il y a quand même une logique qualitative dans cette histoire. Encadrement, donc le fait de poser et d'encadrer, de poser un cadre et de faire respecter ce cadre, de collaborateurs, donc en l'occurrence, je parle de personnes, humaines, même si ça n'exclut pas que ces personnes humaines puissent, utiliser des outils évidemment, dans l'intérêt de l'entreprise et c'est probablement, heu, la définition, enfin la partie de définition, qui peut-être parfois est oubliée, ou occultée d'au règne de, et à juste titre pour plein de raisons, de réflexion sur la qualité de vie au travail, sur le bien-être au travail et cetera. Hem mais en réalité, tout ça, n'a vocation à exister et à faire partie pleinement du management que parce que, l'entreprise y trouve son propre intérêt. Donc vraiment la notion d'intérêt de l'entreprise qui prime est importante et je pense que c'est probablement l'oubli, le naïf, de cette réalité-là, qui est la réalité de l'intérêt de l'entreprise, qui peut conduire un certain nombre de collaborateurs en cabinet d'avocat, mais aussi ailleurs, à, on va dire, nourrir une forme de ressentiment envers l'entreprise, là où en réalité l'entreprise est de manière assez logique dans son rôle, on y reviendra plus tard et il y a évidemment plein de situations aussi, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ou, enfin, quand bien même, l'intérêt de l'entreprise serait pris en compte, enfin, la manière de gérer les collaborateurs est enfin, est mal faite, tout simplement et au détriment des collaborateurs. Mais en plus, c'est même pas dans l'intérêt de l'entreprise, donc globalement rien ne va. Mais bref, tout ça est une question d'équilibre délicat, on y reviendra. Hem, Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas parce que dans une activité de management, l'intérêt de l'entreprise prime, hem, qu'il fait disparaître l'intérêt des collaborateurs. C'est-à-dire que toute cette histoire n'est pas binaire et heureusement, il y a quand même une zone d'intérêt commun à cultiver. Les collaborateurs ayant intérêt à l'intérêt de l'entreprise et l'entreprise ayant intérêt à l'intérêt des collaborateurs. C'est un écosystème qui se nourrit des différentes parties prenantes. Donc ce n'est pas parce qu'on dit et parce qu'on reconnaît que, in fine, tout ceci, a vocation à exister dans l'intérêt de l'entreprise que, qu'on nie l'intérêt des collaborateurs et loin de moi cette idée. Hem, le La réflexion que je n'ai pas, intégrée dans cette réflexion, justement, en termes de poupée russe, c'est, dans quelle mesure est-ce que l'entreprise doit prendre en compte l'intérêt de la société dans son global, et donc le rôle entre guillemets «politique» de l'entreprise, qui est une question très intéressante mais que je n'ai ici pas adressée. Qui pourrait potentiellement faire changer certaines appréciations de situation, mais encore une fois, ici, je ne l'ai pas adressé. Donc voilà, c'est pas parce qu'on fait primer l'intérêt de l'entreprise qu'on fait disparaître, l'attention pour, l'intérêt des collaborateurs. Pourquoi? Parce que tout simplement l'entreprise a elle-même intérêt évidemment à avoir des collaborateurs qui sont en bonne santé, qui sont engagés et impliqués, dans leur travail, qui sont évidemment compétents. Enfin, je ne suis pas en train de lister par ordre de priorité. En en écrivant en troisième lieu compétent, je me suis dit: «Mais évidemment, c'est en fait, ça devrait me mettre le premier point». Donc en bonne santé, engagé, impliqué, compétent et à limiter le turnover subi. Qu'est-ce qu'on entend par turnover subi? C'est globalement les démissions ou les départs que l'entreprise, aurait préféré éviter, ou même pas aurait préféré éviter, mais qu'elle n'a pas, choisi soit de provoquer, soit de susciter. C'est pas elle qui prend la décision de se séparer d'un collaborateur, c'est un collaborateur qu'elle aurait bien aimé voir rester qui part.
Il y a aussi des collaborateurs qui partent et l'entreprise a fait le nécessaire pour qu'ils partent, évidemment, mais c'est pas, je rentre pas ça dans un turnover subi. Je rentre ça dans, justement, plutôt, du turnover, intentionnel et provoqué et donc voilà, à juste titre ou pas, mais en tout cas, c'est pas subi. Donc pour récapituler, en bonne santé, engagé, impliqué, compétent, limiter le turnover subi. Si vous pensez enfin, heu, j'ai pas, j'ai volontairement voulu rester synthétique, même si l'esprit de synthèse n'est pas forcément, ce que j'ai de plus, développé. Mais, évidemment, si vous pensez à d'autres choses, à d'autres qualités que l'entreprise a intérêt à cultiver chez ses collaborateurs, je serais ravie de les lire en commentaire, sous cet épisode. Hem et donc globalement, à ce titre, la question de l'intérêt des collaborateurs, hem, est de première importance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on reconnaît que l'entreprise a intérêt à avoir des collaborateurs qui sont engagés, impliqués, qui sont en bonne santé, qui sont compétents et à limiter le turnover subi, pour aboutir à ce résultat, des collaborateurs en bonne santé, engagés, impliqués, compétents, et avec un turnover, non subi et qui ne partent pas, en dépit du souhait de l'entreprise. Le fait de reconnaître ça, conduit à dire que l'intérêt même des collaborateurs est de première importance, parce que pour arriver à ce résultat, il faut prendre en compte et cultiver, l'intérêt des collaborateurs. En général, c'est le cas dans toute entreprise, c'est notamment et a fortiori le cas dans les métiers de service, que sont les cabinets d'avocats où globalement la plus grosse unité de production jusqu'à maintenant, peut-être que c'est des choses qui vont changer avec, l'implémentation et l'amélioration de la qualité des intelligences artificielles, mais en tout cas aujourd'hui, dans tous les cabinets de conseil et les cabinets d'avocats sont des cabinets de conseil en droit, et bien la ressource humaine, les cerveaux humains sont la première unité de production. Heu, Ce qui n'est pas le cas dans d'autres industries où globalement, enfin, il y a des humains et qui peuvent être une part importante des ressources de l'entreprise, mais en fait, d'autres actifs, que ce soit des machines, ou autres, sont la première ressource et la première unité de production. Ce qui ne veut pas dire que ça peut tourner sans humains, mais vous avez compris l'idée. Hem, Même si maintenant, on a quand même de plus en plus d'entreprises qui tournent avec, qui produisent une quantité phénoménale de valeur avec un nombre réduit de ressources humaines. C'est un constat que je fais et il n'y a aucun, parti pris, de dire que c'est bien ou pas bien, c'est pas le sujet. Bref, hem, donc toute cette réflexion, sur, le bon management et l'intérêt de l'entreprise et cetera, elle ne tient que, tant que, globalement, ça va dans l'intérêt de l'entreprise. L'exemple typique, c'est la distribution de la valeur. C'est-à-dire que globalement, une entreprise, cherche à maximiser ses profits, ce qui peut inviter à globalement distribuer assez peu de valeur aux collaborateurs, hem, ou en tout cas le moins de valeur possible, aux collaborateurs. Mais tout ça trouve une limite et l'intérêt de l'entreprise trouve une limite à partir du moment où l'entreprise distribuant tellement peu de valeur que, globalement les collaborateurs ont intérêt à aller trouver du travail dans une autre entreprise qui distribue mieux la valeur. Parce que meilleur, salaire, meilleure rémunération fixe, meilleurs avantages, meilleur package d'avantages, global. Heu et ce qui équivaut à une meilleure distribution de la valeur et ça, c'est une question de là, je vous parle de ratio, je vous parle pas de richesse. Je vous parle d'une entreprise qui génère 1, 2, 5, 300 000 000 4 000 000 quel pourcentage de cette, valeur, atterrit, en creux ou en plein, en nature ou en cash, dans les poches des collaborateurs? Et là, vous avez, globalement une information sur la distribution de la valeur. Une faible distribution de la valeur ne tient que dans la mesure où ça n'impacte pas de façon, négative et subie sur, la fidélisation des collaborateurs. Encore une fois, typiquement, le turnover subi,
parce que les gens ne restent pas parce qu'ils peuvent être mieux payés ailleurs, et aussi les difficultés de recrutement et donc la difficulté à recruter des personnes compétentes et talentueuses parce que, ben, il y a pas assez de distribution de valeur et donc les packages de rémunération sont pas assez bons. Donc on est toujours dans cette tension entre les 2, avec évidemment derrière des choix qui peuvent être des choix politiques de forte distribution de la valeur, de plus faible, et cetera. Mais le point de bascule, si on prend vraiment la gestion pure, c'est celui où globalement, hem, c'est la manière de distribuer de la valeur impacte négativement sur des variables qui sont importantes, pour l'entreprise et notamment l'attraction et la rétention des talents. Et évidemment aussi, la qualité de l'engagement et de l'implication des collaborateurs qui, eux, sont en place parce que très franchement, avoir une armée de gens peu impliqués, c'est quand même, pas hyper productif. Donc le cadre global d'un bon management, si on met de côté, le fait de respecter le droit du travail, et dans un cabinet d'avocats, on parlerait plutôt de, du coup, la déontologie puisque le droit du travail ne s'applique pas dans, plus de 95 des collaborations, qui sont des collaborations libérales et non des collaborations salariées. Mais bon, en tout cas, le droit du travail, a fortiori, il recouvre plutôt, enfin bref, ce dont je vais parler derrière est, structuré, organisé par le code du travail. Mais si on met de côté l'analyse purement juridique, le cadre, global d'un bon, management, c'est le fait, bah, déjà de recruter les bonnes personnes par rapport aux besoins fonctionnels de l'entreprise. Parce que, bah, ça commence par là, hein. Recruter les bonnes personnes par rapport aux besoins fonctionnels de l'entreprise. Quand on recrute pas les bonnes personnes par rapport aux besoins fonctionnels de l'entreprise, ça vient, au détriment du management au global et de l'intérêt de l'entreprise parce que globalement, vous vous retrouvez avec, une frustration au niveau de la manière dont les opérations tournent, et une frustration qui peut rejaillir évidemment sur, l'équilibre social global. À partir du moment où vous avez, une super équipe et puis vous recrutez une personne qui est pas du tout au niveau et qui vient pourrir, du coup la vie de toute l'équipe parce qu'en fait, tout le monde compense pour le travail que cette personne ne fait pas ou fait mal, vous pouvez, être certain que ça va durer un temps et puis ensuite vous avez des bons éléments qui vont partir parce qu'ils en ont ras-le-bol, ou parce qu'ils trouvent ça injuste ou parce que ça tire trop. Donc en fait, c'est au-delà du fait de juste répondre aux besoins fonctionnels de l'équipe, et de l'entreprise, vous avez aussi une logique dans la qualité d'un recrutement qui est liée au fait de préserver une équipe qui, elle, est fonctionnelle, et de ne pas venir nuire à un équilibre social qui est fonctionnel. Donc je dirais, en 1er lieu, recruter les bonnes personnes, s'assurer de la santé et de la sécurité des personnes, des collaborateurs et à ce titre, notamment prévoir une charge de travail qui est cohérente par rapport à ce qui peut être réalisé par quelqu'un de normalement compétent, pour un niveau d'expérience donné, et évidemment en incluant, et par rapport aux moyens qui sont mis à la disposition de cette personne parce que, ben la productivité peut être, drastiquement différente en fonction de la qualité des outils, des ressources, qui sont mises à la disposition d'un collaborateur. Ça, c'est assez évident. Quand vous travaillez avec des très bons logiciels, quand, vous avez, de l'investissement qui est mis, sur des sujets d'automatisation, sur la qualité des outils, sur le temps alloué, sur la formation. Enfin bref, tout ça, ça a un impact évidemment sur la productivité. C'est pas qu'une question de compétences individuelles, c'est aussi une question de ressources. Mais donc voilà, s'assurer de la santé et de la sécurité des personnes, je pense notamment au sujet de la charge de travail, et cette charge de travail, évidemment, elle s'appréhende encore une fois par rapport à ce qui peut normalement être réalisé par quelqu'un de normalement compétent à un certain niveau d'expérience donnée. On ne peut pas partir du principe que tout le monde doit être, extraordinairement, heu, anormalement, productif, talentueux, précoce, pour déterminer une charge de travail normale, même si ça peut être quelque chose vers lequel on tend.
où on cherche à tendre. Donc je dirais ça comme 2e élément. Le fait, en 3e élément, de donner aux collaborateurs les moyens en général de bien faire leur travail. Ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant sur la santé et la sécurité des personnes, mais voilà, j'avais envie d'en faire un point à part entière. Le fait de donner les moyens. Donc donner les moyens, c'est donner les moyens en temps, encore une fois. C'est donner aussi les moyens. C'est aussi donner les moyens en termes de pardon, d'outils, en termes de formation, en termes d'accompagnement, bref, tout ce qui permet aux gens d'être en mesure de faire leur travail correctement et d'atteindre leurs objectifs. Et en dernier lieu, mais ce qui n'est pas du tout anecdotique, le fait de communiquer les règles du jeu. Qu'est-ce que j'entends par les règles du jeu? J'entends les objectifs. Quels sont les objectifs d'une entreprise et qui se découlent derrière, équipe par équipe, si on prend une entreprise au sens global. Dans un cabinet d'avocats, ça dépend beaucoup de la manière dont le cabinet est structuré. Est-ce qu'on est sur un cabinet qui, globalement, est une réunion de cabinets où chacun a ses propres objectifs, comme c'est le cas dans énormément de cabinets, ou est-ce qu'on est sur un cabinet qui se pense comme une entreprise à part entière euh, et voilà, ce qui a une déclinaison un petit peu différente. Et je ne vous parle pas que de chiffre d'affaires, hein. Ça peut aussi être en termes de marché à aller attaquer, en termes de... enfin bref, il y a plein de manières de décliner des objectifs qui ne sont pas que des objectifs de chiffre d'affaires. Mais dans beaucoup de cabinets d'avocats, en tout cas, on sera sur en fait, le fait qu'il y a éventuellement une grande direction globale, mais en fait, derrière, chaque associé a un peu ses propres objectifs. Mais donc, communiquer les règles du jeu, c'est communiquer les objectifs, communiquer la stratégie pour aller atteindre ces objectifs. Et puis, enfin, communiquer les règles de fonctionnement qui sont les règles de fonctionnement communes. Étant précisé que ces règles de fonctionnement, elles prennent en compte des contraintes et elles prennent en compte des ressources. Donc, globalement, les ressources à disposition pour atteindre ces objectifs, c'est ça. Les contraintes qu'on va prendre en compte, c'est ça. Donc, les ressources, ça va être, on va recruter un stagiaire, on va investir dans tel genre d'outils, euh, on va investir au niveau du business development dans tel genre d'accompagnement. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Euh, et vous, le temps qui vous est alloué, c'est ceci, c'est cela. Enfin bon, bref. Et puis, les contraintes communes aussi, c'est-à-dire, ça peut être des règles d'organisation du quotidien, ça peut être plein de choses. Mais ces règles du jeu, et ça c'est le rôle du bon management, en tout cas à mon sens, c'est qu'elles doivent être communiquées. Et pourquoi est-ce que c'est important de communiquer les règles du jeu? C'est important parce que si on n'a pas connaissance des règles du jeu, eh bien, on ne peut pas se positionner. On ne peut pas soi-même, comme individu qui joue au jeu, parce que le simple fait d'être collaborateur dans une entreprise fait qu'on est en train de jouer le jeu de cette entreprise. On ne peut juste pas se positionner. Vraiment, prenez l'analogie, c'est celle d'un jeu de société. Si vous jouez au Monopoly, mais que vous ne connaissez pas les règles du Monopoly, et que les règles du Monopoly vous ont pas été communiquées, ça va être très frustrant. Surtout si, pour le coup, le management, lui, connaît les règles du Monopoly et vous évalue à votre capacité à bien jouer au Monopoly, mais sans jamais vous avoir indiqué, en fait, comment on joue au Monopoly et quelles sont les règles du Monopoly. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'on gagne ou qu'on perd, ou comment est-ce qu'on peut gagner ou comment est-ce qu'on peut perdre. C'est vraiment la même logique. Je vous donne l'exemple du Monopoly, vous pourriez prendre n'importe quel autre type de règle. Donc, pour le coup, c'est essentiel, et j'en fais vraiment un point critique, c'est essentiel, et c'est, à mon sens, là où beaucoup de management et de managers font écueil, c'est qu'ils ne communiquent pas les règles du jeu. Ils ne communiquent pas les objectifs, ils ne communiquent pas les règles selon lesquelles les uns et les autres doivent jouer. Et ils laissent, on va dire, un flou institutionnel s'instaurer. Et ça rend difficile aux uns et aux autres de se positionner. Ça veut dire quoi, se positionner? Ça veut dire investir son énergie au bon endroit. Ou en tout cas,
avoir la possibilité de s'interroger sur: «OK, du coup, si je joue au jeu de cette entreprise et je comprends que le jeu c'est ça, ben, je pense que mon énergie, je vais bien l'investir à cet endroit-là». Où c'est une bonne idée de m'investir dans ce projet, de me poser cet objectif-là, de me concentrer sur tel type de dossier, de faire ceci, de faire ce bref, de faire des choix de stratégie de carrière. Hem, heu et dans stratégie de carrière, on inclut évidemment la manière enfin, je veux dire, le fait de travailler dans un cabinet fait partie intégrante d'une stratégie de carrière, en fonction de la manière dont on a envie de s'investir dans ce cabinet. Mais bref, de faire des choix, hem, qui soient, conscients. Et je précise que, hem, tout choix comporte des risques. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on on connaît les règles du jeu et en connaissance de ces règles du jeu, on va décider d'adopter une certaine stratégie par rapport, au cabinet, ou à l'entreprise dans laquelle on travaille que, en fait, ce sera la bonne stratégie. Peut-être qu'on va adopter une stratégie qui ne sera pas payante. Soit parce qu'en fait, on n'avait pas fait la bonne analyse dès le démarrage, soit parce qu'on a mal exécuté sa propre stratégie, soit parce que des événements extérieurs viennent perturber l'exécution de cette stratégie ou en tout cas les résultats qu'on pourrait en attendre. Hem, voilà, tout choix comporte des risques et il y a évidemment aucune garantie et ça, c'est la vie, c'est pas juste l'entreprise qui n'est pas, reconnaissante, c'est juste que, l'entreprise peut pas non plus garantir, certaines choses. Par contre, quand on dit que l'entreprise doit communiquer les règles du jeu, et que le bon management est de communiquer les règles du jeu et de poser ce cadre et de le faire respecter, ça veut dire aussi que, pour le coup, si l'entreprise peut changer de stratégie et de règles du jeu à tout moment, c'est une réalité. En revanche, ça devient un problème dans 2 situations. La première, c'est si elle change les règles du jeu de façon opportuniste. Donc je vous donne un exemple en cabinet d'avocat. On vous dit que vous pouvez passer, associé à partir du moment où vous générez plus de 150 000 € de chiffre d'affaires. Et dans ces cas-là, vous devenez associé, avec un certain package, bref, certaines conditions. Et vous atteignez les 150 000 € de chiffre d'affaires et puis en fait, on vous dit: «Ah ben non, les règles ont changé», mais vous comprenez que les règles ont changé que pour vous. Donc en fait, les règles changent de façon opportuniste. C'est pas les mêmes règles du jeu pour tout le monde, et voilà, juste, on vous a floué parce qu'on vous a posé une règle. Vous avez, posé une stratégie, vous vous êtes déployé en fonction de cette règle et puis finalement, la règle bouge, et elle bouge, surtout pour vous et pas pour des raisons plus globales. L'entreprise peut le faire, mais selon moi, dans ces cas-là, ça relève d'un mauvais management. Donc ça, c'est un premier problème et le deuxième problème, c'est évidemment si l'entreprise change tout le temps, le management change tout le temps les règles du jeu. Et ça, c'est, un problème qui est, évidemment, le même problème que quand, une un État change en permanence de règles du jeu, la législation, c'est-à-dire que c'est un problème de sécurité juridique et l'absence de sécurité juridique, c'est en général un problème, dans une société, ne serait-ce que parce que c'est un frein aux investissements. Et pourquoi est-ce que c'est un frein aux investissements? Parce que les investisseurs, ils veulent avoir de la visibilité sur le cadre dans lequel ils prennent des risques. Et ils sont OK pour le fait de prendre des risques, mais par contre, ils prendront pas de risques, en tout cas, ils investiront pas dans un certain territoire et dans un certain état si les règles de cet état changent en permanence et donc en fait, ils savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, et c'est pas raisonnable, en termes de potentielle anticipation du retour sur investissement. Donc c'est la même chose au niveau, on va dire, de l'économie, générale et mondiale qui s'applique au niveau micro dans une entreprise qui est à quel moment est-ce que vous voulez que les collaborateurs s'investissent dans l'entreprise si si en fait les règles changent tout le temps et donc ils peuvent pas se projeter. Ils peuvent pas se dire: «Bah, OK, ça veut dire que si a priori je m'investis sur le business development ou si je m'investis sur le management ou si, je cherche à déployer tel type de relation avec tel type de milieu et cetera, ça compte tenu des règles qui sont posées de l'entreprise, ce sera valorisé et ça va me permettre d'évoluer au sein de l'entreprise, au sein du cabinet». Et ben, en fait, vous pouvez pas vous dire ça puisque les règles changent tout le temps et donc vous savez pas dans quelle direction est-ce que c'est pertinent d'investir votre énergie, votre argent, votre tout, de vous investir.
Mais dans l'absolu, l'entreprise peut changer de stratégie, elle peut changer les règles, ça arrive et ça fait partie, de la vie d'un investisseur que de subir ça. C'est relou, on est d'accord, mais ça fait partie du truc. Ce qui fait que, ça a enfin voilà, toute stratégie de carrière, comporte évidemment des risques, qui sont liés au contexte, mais qui sont aussi liés à cette simple réalité-là. Donc si je récapitule, l'entreprise, le bon management, il implique de recruter les bonnes personnes par rapport aux besoins fonctionnels de l'entreprise, de s'assurer de la santé et de la sécurité des personnes, qui travaillent pour l'entreprise, compte tenu, de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, de donner aux collaborateurs les moyens en général de bien faire leur travail, de communiquer les règles du jeu, hem, de façon à ce que chacun puisse se positionner, heu, dans sa vie de carrière, dans son choix de carrière. Hem, le manager est donc globalement un chef d'orchestre. Il fait le lien entre la stratégie et la gestion des opérations et là, ça a l'air, on dirait quelque chose de très décomposé, mais évidemment, en fonction de la taille de l'entreprise, vous avez des personnes qui sont casquettes. Par exemple, Iris et Tennis, c'est une petite entreprise. Moi, je suis à la fois, dirigeante et manager, donc celle qui fait le lien entre, enfin, je suis à la fois la stratégie, heu, conjointement avec, mon associée Déborah heu et la le management en tant que tel. Il y a pas je fais pas une lie enfin, je fais la liaison, mais je suis la même personne. Mais dans d'autres entreprises, c'est une évidemment, c'est des échelons qui sont distincts. Vous avez la stratégie et puis vous avez des managers, avec des managers encore intermédiaires et cetera et puis évidemment, tout le monde est là pour faire ruisseler, les informations et créer ce lien entre, les différents échelons de gestion. Je vous parle encore une fois de ce qui constitue l'essentiel des entreprises. Je mets de côté les entreprises qui ont une structuration, Opale, entreprises libérées, tout ça, qui sont des entreprises qui relèvent plutôt de l'exception plus que de la norme. Hem, donc le manager, comme chef d'orchestre, fait le lien entre la stratégie et la gestion des opérations. Il priorise, hem, dans le sens où, ben, du coup, il aide, ses collaborateurs à prioriser entre les différents projets en fonction justement des objectifs de la stratégie et tout ce qu'on a dit avant. Et il est aussi là pour, soit poser un cadre clair, heu, si ce cadre clair enfin bref, si c'est pas lui qui fait la direction, enfin poser un cadre clair si c'est lui qui fait la direction, sinon c'est pas tellement à lui de poser un cadre clair, mais par contre c'est à lui de faire respecter le cadre, les fameuses règles du jeu dont on parlait tout à l'heure. Hem Et en réalité, ça s'arrête là, basta. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, vous avez une direction qui est posée, une stratégie pour atteindre cette, logique, des règles du jeu qui sont posées, heu, que vous recrutez les bonnes personnes, que, ces personnes, vous les encadrez, vous leur donnez une charge de travail et vous leur donnez des moyens qui globalement leur permettent de faire correctement leur travail dans un contexte, sans nuire à leur santé et à leur sécurité. Hem, voilà, je veux dire, le rôle de l'entreprise, d'une certaine façon, en tout cas le rôle du management, il s'arrête là. On peut tirer plus loin, hein, on peut tirer plus loin, entreprise à mission, le rôle de l'entreprise dans la société et cetera. Mais si on prend les trucs de manière assez minimaliste, il y a pas grand chose de plus à aller chercher sur le rôle du manager et c'est notamment pas au manager et ben, justement de, décider de la stratégie de carrière du collaborateur qui va travailler avec lui, de le rendre heureux, heu, de protéger son équilibre, vie pro, vie perso, parce que, bah, ça c'est encore une fois, on est sur le cadre santé-sécurité, mais on peut pas empêcher un collaborateur de dépasser ce cadre. On peut juste, s'assurer que soi-même comme manager, on met tout ce qui est en notre, pouvoir pour faire en sorte que ce cadre soit respecté. Mais encore une fois, vous pouvez pas empêcher un collaborateur de réfléchir au boulot le soir,
quand bien même vous ne lui avez pas demandé de le faire et quand bien même vous ne valorisez pas le fait de le faire. Donc globalement, le cadre, il s'arrête là, le management, il s'arrête là et c'est volontaire si je ne décline pas volontairement tout ce qui peut et même, doit être fait pour, les collaborateurs d'une entreprise, parce que c'est dans l'intérêt de l'entreprise. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de, la distribution de la valeur. Heu, mais il y en a plein d'autres. La formation continue, c'est, quelque chose qui peut et je pense doit être fait, pour les collaborateurs, mais hem, c'est évidemment parce que c'est dans l'intérêt de l'entreprise. Aucune entreprise n'a intérêt à avoir des gens qui sont, incompétents, ou dont les compétences deviennent obsolètes, faute d'avoir investi dans leur développement et dans leur développement continu. Hem, Parce que, même si, ça a l'air plus simple en apparence, se séparer de personnes parce qu'elles sont devenues incompétentes ou parce que, oui, parce qu'elles sont devenues incompétentes, parce qu'on les a pas formées, parce qu'on n'a pas investi en elles, c'est quand même des personnes qui quittent une entreprise qu'elles connaissent et donc un écosystème qu'elles connaissent, hem, pour intégrer des nouvelles personnes. La nouveauté a du bon, mais voilà, le fait de se connaître aussi a du bon et vient faciliter beaucoup la production des choses. Donc, d'où l'intérêt de fidéliser les gens quand même, dans la mesure du possible. Mais de fidéliser des gens qui sont et qui restent compétents. Donc on est toujours dans cette déclinaison, enfin voilà, là je décline pas volontairement tous ces cas de figure, mais il y en a en réalité plein, hein, sur la distribution de la valeur, la formation continue, j'ai encore une fois, j'ai pas tout décliné, mais le nombre de terrains où où les win-win sont présents, heureusement, où on est sur des terrains gagnant-gagnant sont nombreux et franchement, fort heureusement pour l'équilibre de la société. Et pour moi, et on en arrive à la question: quand est-ce que le management cède au paternalisme? Pour moi, le paternalisme arrive quand le, le management se met à tordre une réalité parce qu'elle sera difficile à vivre pour un collaborateur, quand bien même elle relève d'un fonctionnement normal de l'entreprise. Donc je relis. Le paternalisme arrive quand le management se met à tordre une réalité parce qu'elle sera difficile à vivre pour un collaborateur, quand bien même elle relève d'un fonctionnement normal de l'entreprise et qui est dans l'intérêt de l'entreprise. L'exemple que je voulais vous donner et qui a initié cette réflexion de mon côté, on est sur un cabinet d'avocats avec 2 associés, 6 collaborateurs et c'est, 2 associés qui sont à des niveaux de développement, différents, enfin qui n'ont pas le même âge tout simplement. Et vous en avez un qui va partir à la retraite, bientôt et vous en avez un autre, qui partira à la retraite, plutôt dans beaucoup plus longtemps. Donc l'un c'est dans 5 ans et l'autre c'est dans 15 ans, minimum. Hem Et c'est un cabinet d'avocats qui est bien distinct, c'est-à-dire que c'est 2 associés qui sont sur la même expertise, mais qui ont, chacun des collaborateurs qui travaillent avec eux et il n'y a pas tellement de mélange, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de collaborateurs qui travaillent avec les 2 associés. Il y a eu des collaborateurs qui ont travaillé avec l'un et qui maintenant travaillent avec l'autre, par exemple, mais c'est pas une situation, normale. C'est plutôt chacun ses collaborateurs, avec en plus 2 personnes qui ont des styles de travail qui sont assez différents, des styles même de rendu pour leurs clients, des manières d'être avocat qui sont assez différentes et donc évidemment des collaborateurs qui sont formés différemment et qui ont pour interlocuteurs au quotidien, pour les uns, les clients de l'un et pour les autres, les clients de l'autre. Hem Et dans ce fameux cabinet, vous avez une réflexion sur le départ en retraite, de l'un des associés et une réflexion concomitante d'association des collaborateurs, avec notamment, heu, des collaboratrices, expérimentées, dans chacune des équipes. Et le cabinet ne souhaite associer que des personnes qui génèrent du chiffre d'affaires.
heu, qui ont des clients, qui sont choisis par des clients et qui génèrent du chiffre d'affaires. Donc ils veulent pas, de collaborateurs, qui soient juste des collaborateurs en industrie, on va dire. Mais dans l'hypothèse où on a un des associés qui a vocation à partir en retraite, les clients de cet associé ont vocation, dans la mesure du possible, à essayer d'être pérennisés au sein du cabinet. Et évidemment, le chiffre d'affaires de ces clients, qui resteraient au cabinet, hem, en travaillant, a priori avec, heu, le collaborateur qui prendrait, le relais sur ses clients, serait considéré comme du chiffre d'affaires qui, donne accès à l'association. C'est-à-dire qu'on considère que, voilà, on peut devenir associé quand on génère du chiffre d'affaires. Hem, mais cette génération, ça peut être de clients qu'on est allé chasser, comme ça peut être de clients, qui nous ont été présentés et qui ont choisi de continuer à travailler avec nous. Et dans cette, configuration, l'associé, qui partait en retraite, enfin qui part en retraite dans quelques années, était, on va dire, mal à l'aise et mal à l'aise, je sais même pas si c'est le mot, mais inconfortable et heu et en fait, d'une certaine façon, s'en voulait, vivait mal l'injustice contextuelle qui consiste, en le fait que, la collaboratrice, senior avec qui il travaille depuis longtemps et donc qui travaille pour ses clients depuis longtemps, soit en posture de, entre guillemets, «hériter» d'un chiffre d'affaires par le biais de cette présentation de clientèle qui se fait par le simple fait que la collaboration, existe et que une autre collaboratrice senior du cabinet ne bénéficie pas hem, de ce phénomène, tout simplement parce que l'autre associé, lui, ne part pas à la retraite. Donc les clients pour qui elle travaille au quotidien, hem, ne enfin, vont rester les clients de son associé jusqu'à ce que ce dernier parte en retraite ou peut-être qu'ils quitteront d'ailleurs le cabinet pour aller dans un autre cabinet d'avocats. Mais mais en tout cas, a priori, il y aura pas d'héritage, il y aura pas de capacité à devenir associé par le biais de clients de son associé avant dans longtemps. Tout simplement pour une question de différence d'âge de départ en retraite. Et cet associé qui partait en retraite était vraiment, retourné par cette, entre guillemets, «injustice contextuelle» et donc s'interroger sur, est-ce que c'était possible de rétablir, de faire une forme de compensation, de rétablir un équilibre, heu, pour voilà, pour compenser par un mécanisme d'une certaine manière, l'injustice, voilà, juste liée au fait qu'il y en a une qui travaille avec un associé qui part en retraite plus tôt que l'autre et donc s'il y a transmission, sachant que voilà, elle va en bénéficier avant, l'autre collaboratrice. Et donc j'ai eu une très longue discussion avec cet associé parce que, en fait, les mécanismes, pour aboutir à ça, ils sont ils sont pas tellement dans l'intérêt du cabinet, ils sont pas tellement dans l'intérêt de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'un client, c'est pas, un sachet de bonbons. C'est-à-dire que globalement, et c'est toute la complexité avec, la présentation de clientèle, c'est pas parce qu'on présente une clientèle, quand bien même cette présentation soit tarifée et ça existe, hein, les sessions de clientèle, hem, ça n'oblige en rien un client à continuer à choisir un certain avocat. C'est-à-dire que, globalement, vous pouvez avoir un client à qui on dit: «Ben voilà, mon successeur, c'est un tel» et qui disent: «Ben oui, mais moi un tel, en fait, très bien, mais en fait, il y a un autre avocat avec qui si c'est pas vous, je vais aller travailler avec un autre avocat parce qu'un tel m'a pas assez convaincu». Et voilà, et en fait, on n'y peut rien. On ne peut pas forcer un client à continuer à travailler avec un certain avocat quand bien même il y a eu une présentation, quand bien même cette présentation a été, heu, le fruit d'une contrepartie financière. Enfin, je veux dire, ça ne fonctionne malheureusement pas comme ça et c'est aussi la beauté du métier parce que, derrière, en fait, il y a un intuitu personnel. Voilà, ça fait partie
à part entière de la profession d'avocat. Et, et donc en fait, si on veut optimiser les chances que le chiffre d'affaires généré par ses clients qui appartiennent aujourd'hui à l'associé A reste dans le cabinet même après le départ de l'associé A, il s'agit de faire en sorte que ces clients prennent d'ores et déjà l'habitude de travailler avec, un collaborateur, plusieurs collaborateurs du cabinet et a priori, en travaillant avec ce collaborateur ou cette collaboratrice du cabinet, heu et si la collaboration se passe bien, bah, vous augmentez les chances qu'une fois que l'associé parte, ce soit indolore et juste la relation se poursuive de façon assez naturelle. Vous êtes sur une augmentation de chances comme ça. Mais ça part par le fait de, sur du long terme, et c'est pour ça qu'on dit qu'une bonne transition, une bonne présentation de clientèle, un bon achat de cabinet, ça s'anticipe parce que globalement, ça marche s'il y a cette antériorité de relation et s'il y a ce passage de relais qui s'inscrit dans le temps et pas juste comme ça, pouf, sur un dossier et puis ça y est, tu as les clés, tu te débrouilles. Et c'est vraiment un élément crucial de la réussite de ce genre d'opération. Et globalement, se dire aujourd'hui, ben, en fait, du coup, pour que potentiellement une autre collaboratrice puisse aussi bénéficier de cette transmission, de cet héritage, pour elle-même se constituer un portefeuille qui lui soit en fait donné d'une certaine façon, ça veut dire que cet associé qui va partir en retraite doit globalement Heu, bah, travailler aussi avec cette autre collaboratrice, pas forcément parce qu'il en a envie de travailler avec elle, pas forcément parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour ses clients, pas forcément parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'équilibre global du cabinet, mais juste parce que, bah, c'est ce qui va permettre de rétablir une forme d'équilibre. Hem Et c'est là que potentiellement ça pose problème. C'est sûrement possible dans plein de structures, mais là, en l'occurrence, ça n'avait pas de sens, parce que déjà cet associé n'avait pas besoin d'une autre senior dans son équipe. Parce que ça aurait bah, enfin l'incidence première, c'est que du coup, ça met en concurrence aussi ces 2 autres collaboratrices, heu, avec qui il travaille, ça aurait pu créer des sentiments de déloyauté, ça aurait pu créer des sentiments de plein de choses, de vider de sa substance une forme de l'intérêt de cette collaboration, hem, déloyauté encore une fois, d'accroissement de la concurrence entre elles, enfin bref, du coup, des incidences qui sont collectivement que négatives. Accessoirement, vous avez l'autre associé qui potentiellement perd, sa collaboratrice, alors que, bah, il en a besoin et il n'a pas choisi de s'en séparer. Avec tous les bouleversements que ça peut avoir dans l'autre équipe. Bref, c'est quand même beaucoup tordre pas mal de choses, heu, qui fonctionnent juste pour aujourd'hui, bah, en fait, faire plaisir, ou protéger une collaboratrice de la dure réalité qui est que, bah, effectivement, c'est une entre guillemets «une injustice contextuelle» comme il en arrive plein, et effectivement, bah, quand on travaille pour un associé qui est proche du départ en retraite, ça a des inconvénients et ça peut aussi avoir, des avantages et parmi ces avantages, il y a, l'augmentation de ses chances, surtout si on est en première ligne, enfin surtout si on a la seniorité nécessaire et la maturité professionnelle, qui fait qu'au moment où le départ en retraite a lieu, on a les épaules pour pouvoir, être le futur interlocuteur des clients et que les clients, maintiennent cette relation. Bah, en fait, voilà, ça fait partie des avantages du fait de travailler avec, quelqu'un qui est relativement proche du départ en retraite. Hem Il y a plusieurs épisodes comme ça dans le podcast, d'ailleurs. Je pense en tout premier lieu à l'interview de Jean-Benoît Lhomme, qui a rejoint un petit cabinet au Havre, avec un vieil avocat et qui, quand cet avocat est parti à la retraite, a repris son cabinet et la transition s'est faite de façon très naturelle parce qu'il était déjà, heu,
fait, c'était déjà devenu l'interlocuteur naturel. Le passage de bâton s'était fait avec beaucoup de naturel et c'était déjà devenu l'interlocuteur naturel des clients du cabinet. Donc, ça a bien fonctionné. Je vous invite à l'écouter, cet épisode, qui est intéressant d'ailleurs à plein d'autres égards si le sujet vous intéresse. Bref, donc il y a des avantages à ça. Et puis, voilà, quand on travaille pour un associé plus jeune, effectivement, c'est quelqu'un qui est en train de constituer sa clientèle, ou de la consolider, mais en tout cas qui est pas du tout encore, sauf projet de changement de vie ou quoi aux caisses, dans une dynamique de s'en séparer. Parce qu'il y a trop d'années encore devant et que, c'est son chiffre, quoi. C'est son portefeuille de clientèle. Et ça, en fait, je sais pas si c'est une injustice de contexte, c'est juste une réalité. Qu'il faut prendre en compte et entre guillemets, tant mieux pour ceux qui travaillent pour des vieux associés. Et puis, pour les autres, ça veut pas dire qu'il y a pas de possibilité de devenir associé, c'est juste que cette possibilité, elle dépend de leur propre capacité à aller chercher du chiffre, en autogénération, pas parce que ce chiffre nous est donné. Sauf des cas de figure qui existent aussi, où vous avez, des associés qui souhaitent se déposséder d'une partie de leur portefeuille de clientèle, et faire cette transmission, quand bien même, parce qu'ils se disent: «En fait, avec telle autre partie de mon portefeuille, je suis très heureux et ça me suffit et d'ailleurs, cette partie-là de mon portefeuille, j'ai plus tellement envie de m'en occuper» ou «Je priorise le fait de vouloir garder». Mais on est sur quelque chose qui ne dépend pas d'un départ en retraite qui est, non, je te l'ai dit, il y a des avocats qui peuvent, rester très longtemps quand bien même l'âge, du départ en retraite est là. Mais voilà, ça dépend vraiment du bon vouloir et de cette générosité de dire: «Je te donne ça et si tu le fidélises, c'est à toi et c'est tes clients et c'est ton chiffre d'affaires et c'est ce qui fait que tu es associé». Mais ça dépend du bon vouloir. Il y a pas de contexte particulièrement favorisant. Hem Et donc, il faut que j'abrège parce que j'ai bientôt plus de batterie. Hem Et donc en fait, c'est là où j'ai dit à cet associé, je lui ai dit: «Mais là, en fait, vous êtes en train de confondre la bienveillance du management, qui consiste en le fait, d'être clair sur les règles, de comment est-ce qu'on devient associé, hem et d'être cohérent avec les règles que vous posez, de mettre des moyens à disposition de vos collaborateurs, pour leur permettre de réellement avoir les moyens de constituer une clientèle qu'ils puissent apporter au cabinet demain pour devenir associés. Donc, de respect du principe libéral de la collaboration, qui implique d'avoir du temps. Donc ça, c'est le respect du cadre, des règles et du cadre et des moyens mis à disposition pour que ces règles soient des règles effectives et pas juste fictives. Et ça, c'est votre responsabilité. Mais par contre, là où ça n'a plus de sens, c'est de tordre une situation en bouleversant toute une organisation qui fonctionne, toute une organisation du cabinet qui fonctionne, pour protéger le potentiel sentiment d'injustice d'une collaboratrice qui, elle, par le contexte, ne bénéficiera pas de quelque chose que le contexte permet à une autre, qui est un travail qu'en fait elle doit faire elle-même. C'est à elle de comprendre que le contexte ne lui permettra pas quelque chose et que si elle veut, si c'est quelque chose qu'elle veut, c'est pas dans ce cabinet qu'elle va le trouver, c'est potentiellement ailleurs. Et voilà, et que vous changerez pas vos règles pour ça. Sinon, vous auriez posé d'autres règles et peut-être que sinon, l'autre associé aurait choisi une manière de fonctionner différente et peut-être aurait confié un portefeuille de clients ou quoi aux caisses. Et c'est là où on tombe, où on glisse d'une recherche de bon management et de protection des collaborateurs et de bienveillance envers les collaborateurs, vers, selon moi, quelque chose qui relève du paternalisme. Parce qu'en fait, on se substitue à la responsabilité adulte d'un collaborateur au détriment, et en plus,
tord les règles d'une façon qui devient préjudiciable à l'intérêt de l'entreprise, heu, pour pouvoir, protéger une personne, amoindrir, ses sentiments négatifs, bref, et tout ça part d'un sentiment qui est très bon, qui est très gentil, qui est très généreux, qui est encore une fois un sentiment de bienveillance, en fait. Mais ça n'est pas une manière saine d'exprimer la bienveillance. Si on pense collectif et si on pense management global. Et c'est là où on en arrive à quelque chose qui est très ingrat dans le management, qui est que, en fait, le management, et le manager est responsable de non seulement de poser le cadre, mais derrière de le tenir. Et de le tenir, y compris quand c'est défavorable à un ou à plusieurs individus qu'on apprécie, humainement parlant, qu'on aime beaucoup, pour qui on a beaucoup d'affection. Euh, mais quand bien même on a cette affection, le fait est que on va tenir le cadre, malgré le fait que ce soit défavorable, parce qu'il en relève de l'intérêt global de l'entreprise. Euh, et c'est là où le management est un rôle qui est en réalité extrêmement difficile euh, parce que ça dépasse une relation individuelle, ça dépasse l'affection qu'on peut avoir à une personne, ça dépasse l'envie d'être gentil. Euh, et tout ça n'a du sens ou a du sens dans un contexte où il en va de la protection de l'intérêt de l'entreprise, encore et toujours. Et ça amène à prendre des décisions qui sont très difficiles et ça amène à dire des choses qui peuvent être difficiles à entendre et ça amène à accepter que des situations ne soient pas confortables et soient même défavorables à certaines personnes parce que c'est les règles qui ont été posées pour le collectif et d'accepter aussi que du coup ces personnes puissent, compte tenu du fait que, en fait, elles veulent autre chose pour elles et ces règles leur sont défavorables, qu'elles puissent aller quitter cette entreprise pour aller sur des terrains de jeu différents euh, et, euh, et dans lesquels elles vont trouver leur compte. Et c'est cette articulation entre individu et entreprise et c'est ce moment où en fait on arrête d'avoir une situation, un alignement des projets entre le projet de l'entreprise et le projet de l'individu. Et c'est aussi à ce moment-là que en réalité, on peut se séparer dans des conditions qui sont saines parce qu'il ne s'agit pas d'un problème individuel, il s'agit de la direction de l'entreprise, le cadre et le collectif va dans une direction A et toi, tu souhaites une direction B ou une direction B', ou peut-être que tu voudrais la direction A, mais les manières d'y arriver ne permettraient pas de le faire en respectant le cadre et on ne peut pas tordre le cadre parce que ça poserait problème par rapport à l'ensemble du collectif. Et donc, globalement, ça t'invite effectivement à devoir prendre une direction B en sortant du cadre de l'entreprise. Et même si on est triste de se séparer, on aurait aimé continuer à travailler ensemble, mais tu as tes propres intérêts individuels et nous avons les intérêts de l'entreprise et c'est normal, c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu et c'est le jeu de la vie professionnelle. Mais ça, c'est dur. C'est dur pour beaucoup de managers et c'est dur. En fait, c'est évidemment dur pour beaucoup de collaborateurs parce que ça peut être des moments, et c'est souvent des moments où il y a du ressentiment envers le collectif et envers l'entreprise et envers le management. Même si ce ressentiment derrière, avec un peu de recul, peut être mûri et se dire, oui, je voyais ma situation et pourquoi c'était frustrant pour moi. Mais en fait, quand on prend la réflexion côté entreprise, voilà, je la comprends, c'est leur choix, c'est leur entreprise, c'est leur direction, c'est comme ça. Et moi, je rentrais pas dedans, je rentrais pas dans ce cadre-là, ou mes projets ne rentraient pas dans ce cadre-là. Mais c'est évidemment difficile à vivre pour un collaborateur et c'est aussi difficile à vivre pour un manager parce que pour le coup, il y a ce côté de faire subir un cadre à quelqu'un envers qui on a affection, quand bien même ce cadre, on sait que c'est le bon cadre pour l'intérêt de l'entreprise. Et ça,
beaucoup de voilà, c'est dur à vivre pour beaucoup de managers et beaucoup de collaborateurs, surtout les plus jeunes, peuvent souffrir de pas forcément le comprendre et avoir cette hauteur de vue. Voilà, c'est tout ce que je voulais, partager pour aujourd'hui. J'espère que c'était clair. Hem, Vous me direz en commentaire si vous avez trouvé ça clair ou vous pouvez m'écrire pour me dire si vous avez trouvé ça clair. C'était en tout cas un plaisir de partager ce moment avec vous comme toujours. Si ça vous a intéressé, abonnez-vous, pour ne pas louper les prochains épisodes et je vous dis à bientôt.